Emmanuelle Gaudemer, qui est directrice associée chez Aya, donc la grande agence d'architectes. Gilles Rode, qui est à distance, donc le doyen de la faculté de Lyon-Est. Aïden Tajamadi, j'espère ne pas faire trop d'erreurs en prononçant votre nom, directeur de la stratégie et de la transformation de l'APHP. Et Marie-Claire Vier, je dis bien, directrice de la stratégie à la FHP. Je crois qu'Emmanuelle Gaudemer doit nous quitter rapidement. Donc Emmanuelle, je te laisse la parole en premier sur l'urbanisme favorable à la santé. Alors, d'abord, merci pour tous ces exposés, parce que moi, c'est la première fois que je viens à l'UC2M, et extrêmement riche. Et à titre personnel, je trouve que ça donne des éclairages, même si globalement le bio fait partie de ma culture depuis plusieurs années. Mais je pense à mes enfants et aux enfants, aux petits-enfants. Il y a peut-être un peu d'éducation à faire. Voilà, bon, c'est un sujet qui nous touche tous. Alors, moi, je vais zoomer sur un témoignage, puisque je suis directrice associée donc d'une agence d'architecture un petit peu particulière, puisqu'on embarque dans la conception des projets urbains ou de bâtiments des professionnels qui ne sont pas uniquement des professionnels du bâtiment, qui sont bien sûr des urbanistes, des architectes, des ingénieurs, mais nous avons aussi des paysagistes, des médecins qui nous accompagnent. Il y a beaucoup de Tej, Martine et Pascal, on se connaît dans ce cadre-là également, qui nous accompagnent. Vous allez dire pourquoi travailler avec des médecins. On organise aussi des voyages qui nous permettent de partager, Jean en a fait partie, sur ces thématiques de construction et de conception, avec une volonté très engagée sur les questions de santé globale. Et pour nous, la santé globale, non, si on peut juste revenir juste sur la première slide qui concerne, qui embarque bien sûr les problématiques environnementales. Donc AIA est une structure qui travaille bien sûr sur les bâtiments de santé. On fait à peu près 80% notre activité dans le secteur de la santé, quand je dis santé au sens large, et c'est une agence qui date d'à peu près d'un peu plus de 60 ans. Moi, je fais partie de la 3e génération d'associés, donc vous retrouvez ici, et je m'appesantis pas beaucoup, mais l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de nos implantations. On a une implantation en Chine depuis 20 ans également, et par rapport à la santé globale, il n'y a pas de médecin, de cabinet de consultation, hein. Quand on construit des hôpitaux en Chine, il n'y a pas de cabinet de consultation, tout se fait à l'hôpital, et donc cette approche sur la santé globale nous parle particulièrement dans le cadre de la conception des bâtiments. La slide d'après, donc je vous le disais, la santé représente à peu près 80% de notre activité, santé au sens large, et puis d'autres activités qui sont des activités importantes, mais qui sont moins importantes en termes de projets. Vous parliez tout à l'heure de stations de traitement de déchets, traitement d'eau. On en fait beaucoup avec des grands opérateurs, et on n'intervient pas du tout sur le process, mais sur des questions d'urbanisme et de paysage. Et tout ce que vous avez évoqué nous parle, puisque on a nous-mêmes une expertise sur l'eau liée à nos bâtiments, mais malheureusement, on ne nous pose pas beaucoup de questions sur ce cycle de l'eau au sens large, et c'est bien dommage. Alors, slide d'après, un petit témoignage. Donc, je vous ai dit qui on était, je vous ai dit ce que l'on faisait. On a créé une fondation il y a maintenant une 20aine d'années sur les questions d'architecture, de santé et d'environnement, parce qu'on est très engagé dans ce secteur de la santé qu'on connaît bien de l'intérieur pour travailler avec les usagers. On s'est dit c'est pas possible de pas faire enfin moi je suis nantaise, donc le pas de côté à la nantaise on le connaît bien, et c'est de se dire que en fait, 70% des déterminants de santé définis par l'OMS ont un impact sur la santé globale. Donc, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais nous, architectes urbanistes, on a une responsabilité dans la conception de nos villes, de nos territoires, ruraux ou urbains, dans nos bâtiments. Et on construit des bâtiments. Donc, on construit en silo.
on ne construit pas des parcours. Donc ça, c'est un premier décalage, un premier écho que je peux faire vis-à-vis des autres interventions. C'est que peut-être demain, en tout cas, on essaye d'échanger avec les différents réseaux avec lesquels on est en interaction. Peut-être faudrait-il plutôt construire des parcours que des bâtiments. Du logement au lieu de soins, du logement au lieu d'enseignement, etc., etc. On peut décliner les usages, on va dire presque à l'infini, et puis se donner des priorités. Et puis peut-être qu'on ne construit pas de la même façon à Paris, à Nice ou à Marseille. Et pourtant, nous, on répond à des programmes qui sont partout les mêmes, que ce soit Nice, Marseille, Strasbourg ou ailleurs. Donc, fort de ce constat, on a, dans le cadre de la Fondation AIA, on peut passer à la slide suivante, où on loge ce qui est pour nous la recherche fondamentale en architecture et santé, alors associée à d'autres partenariats qui sont liés à des chaires, aussi bien chaires avec l'Université de Nantes, le CHU de Nantes, ou avec des écoles d'architecture. On a posé un diagnostic qui fait que, sur la base de cette recherche fondamentale, on ne peut pas aborder un projet urbain ou un projet de bâtiment sans faire un diagnostic de territoire. Donc, interroger les datas d'un territoire qui révèlent, sur la base des déterminants de santé, qui révèlent les signaux forts et faibles de ce territoire, et pour lequel on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'avoir une conception engagée sur le très long terme. Parce que on était avec Pascal hier à Tours pour un congrès santé, et le temps d'un projet est un temps très très long. Donc, entre le moment où on décide de concevoir ou de changer un urbanisme ou un bâtiment, on peut avoir des dizaines d'années. On a gagné un projet, et ça fait déjà 15 ans qu'on est dessus, qui est l'hôpital de Monaco, par exemple. Mais il y en a d'autres. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des réflexions de projets qui ont été posées il y a plus de 10 ans, qui se déclenchent sur un programme qui n'a quasiment pas changé. Et donc forcément, quand on va le livrer, ce sera obsolète. Donc, pour des questions financières, pour des questions qu'on peut bien comprendre, d'organisation et de fonctionnement en silo, encore une fois, peut-être ne faut-il plus construire des bâtiments, mais peut-être faut-il concevoir des parcours. Donc, la Fondation AIA, en fait, résume un petit peu tout ça. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais on a mis en place cet outil qui s'appelle Ce qui nous lie, qui interroge ces déterminants de santé et qui permettent à la fois aux politiques, aux acteurs, qui soient directeurs d'hôpitaux, qui soient managers, qui soient institutionnels, ARS ou autres, de jouer sur ces déterminants, de dire, par exemple, alors on accompagne, je vous donne un exemple très concret, on accompagne la ville de Grenoble aujourd'hui sur ces sujets-là, où on a fait un diagnostic de territoire. Il va y avoir un arbitrage, donc il y a des problématiques d'îlots de chaleur, d'îlots de fraîcheur. On a cette augmentation des températures qu'on connaît, cette raréfaction de l'eau, etc., etc. Donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais quand on interroge les déterminants de santé, on voit encore une fois là où on peut jouer. Et un peu comme pour concevoir sa maison, comme on ne peut pas tout faire, il y a des priorités à faire en fonction des secteurs dans lesquels on est. Mais honnêtement, la question ne nous est jamais posée comme ça. Jamais. Il y a quand même faut le signaler parce que des expériences qui sont assez positives. L'ARS Île-de-France a lancé un appel d'offres d'urbanisme et qui s'est transformé en appel d'offres d'urbanisme favorable à la santé, où on a mis en place un cahier des charges sur la base de ces déterminants, alors qui concerne les projets hospitaliers, les projets de construction hospitalière, mais qui finalement pourraient s'adresser à tout type de projet. Et les décideurs de ces projets urbains ou bâtiments peuvent interroger ce cahier des charges et se dire, je vais prendre tel et tel déterminant et je vais m'appuyer sur ces déterminants pour engager une conception. Honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais bon, il faut quand même signaler des initiatives qui sont prises. Donc, on a exposé ces travaux, bien sûr à la Biennale de Venise d'architecture. On participe au comité scientifique sur ville et santé mentale qu'anime Rachel Baucher. On est partenaire de chaire sur la ville de tous les âges qui interroge ce parcours de la santé qui concerne les plus vulnérables, parce que globalement, nos villes sont quand même faites pour nos villes
villes et nos territoires, hein, pour un homme plutôt en bonne santé, sans problème particulier. Donc voilà, comment on fait pour faire évoluer ça. Et puis, bien sûr, ça se traduit, on peut passer la slide d'après, par des grands paradoxes. Alors j'aime bien cette photo qui est à Rio de Janeiro, mais on pourrait l'avoir en région parisienne aussi, hein, qui sont des paradoxes en termes enfin, j'ai pas besoin de commenter, hein, mais où est la santé globale là-dedans en termes de parcours, je ne sais pas. Et puis, le slide après, bien sûr, on se base sur le fonctionnement qui n'est pas en silo. Alors, bien sûr, en tant qu'urbaniste et architecte, on ne peut pas interagir sur tout cela, mais par contre, on peut quand même se poser des questions et se dire quelle gouvernance pour accompagner ces conceptions urbaines et ces conceptions de bâtiments. On voit bien que ce n'est pas uniquement de la technique. Hein. Je rajoute pas le digital, je rajoute pas tout ce qui peut accompagner tout ça et avoir une pensée plutôt globale que une pensée en silo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je passe un peu là-dessus. Alors, si on peut aller à la slide encore d'après, concrètement, encore après, voilà. Très clairement, dans les conceptions que l'on aborde, il y a ces engagements qui sont liés à notre groupe, mais qui sont des engagements que l'on met en place sur tous les projets. Alors avec plus ou moins de succès, mais quand même, qui ont tendance plutôt à prendre. Donc la relation avec le vivant, on en a parlé tout à l'heure. Par contre, j'ai bien noté un certain nombre de choses que vous avez évoquées. On a chez nous des acteurs spécialisés, des ingénieurs, des architectes sur, je dirais, les différentes essences ou la biodiversité. Mais par contre, on ne s'interroge pas sur des sujets d'épidémiologie. Tout ce que vous avez évoqué là m'interpelle et je me dis qu'il y a un cran d'après. Enfin, on a aussi une responsabilité à vous interroger, vous. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Le design actif, oui, faire plus d'activités physiques. Il y a eu en plus, il y a eu des communications extrêmement bien faites, notamment la ville de New York a mis en place un cahier des charges sur le design actif. Quand on conçoit bien, les gens prennent plus l'escalier, prennent plus de rampes, marchent plus. C'est sûr que si on met l'escalator, alors bien sûr, il faut que ça adresse un certain nombre d'usages et ça réponde à un certain nombre de problématiques, mais le corps en mouvement, enfin voilà, c'est un sujet. Les parcours différenciés, hein, bien sûr pour les plus vulnérables. L'architecture des invisibles est extrêmement et indispensable hein, aujourd'hui d'adresser. Il y a des expérimentations qui se font d'ailleurs sur le site de l'Institut Pasteur actuellement, sur des sites de recours. Quand il va y avoir des grandes chaleurs, des pénuries d'eau, etc., comment on fait un diagnostic de territoire pour révéler là où il y a des richesses et là où, d'ailleurs, il y a beaucoup d'établissements de santé qui ont des vraies capacités à être ces lieux de recours. Une approche santé préventive, bien sûr, avec les partenariats. Et puis, penser évolutivité, réversibilité, plutôt que construction neuve. Alors, aujourd'hui, clairement, 90% de notre commande, c'est de la reconversion. C'est plus de la construction neuve. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. Après, je pourrais bien sûr laisser d'autres éléments si vous voulez partager, mais les ouvrages de la Fondation sont à vos dispositions si besoin. Merci beaucoup Emmanuel, très intéressant. Je vais passer la parole à Gilles Roth qui est à distance, qui lui va revenir sur comment on forme donc les futurs médecins, les soignants sur ces problématiques. Voilà, un peu un état des lieux et ce qui sûrement pourrait être fait de plus. Si vous arrivez en 5 minutes pour qu'ensuite on puisse donner la parole aux autres et avoir quelques questions à la fin. Merci. Bonjour Victoire, je vais faire 5 minutes. Merci à tous. J'ai trouvé les discussions extrêmement intéressantes et je vais faire un exposé un peu complémentaire concernant la formation et vous rapporter comment dans la faculté on a mis en place un programme d'enseignement en formation initiale autour du thème de la médecine et de la santé environnementale. Le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que cette initiative a été portée par une jeune chef de clinique, en l'occurrence Marine Sarfati, et ça me semble important, c'est-à-dire qu'il y a une dimension générationnelle pour véritablement qu'il y ait cette prise de conscience des changements actuellement au niveau de l'environnement, des changements climatiques et d'impact sur la santé, et ce que nous devons nous mettre en place pour la formation des étudiants. Ainsi, en septembre 2021, on a mis en place dans la faculté un enseignement optionnel de 45 heures
sur la médecine et la santé environnementale, qui est un niveau d'enseignement approfondi. Et parallèlement à ça, en lien avec la faculté de Strasbourg, avec Jean, Marine a porté un projet de création d'un module pédagogique national de médecine et de santé environnementale. On avait présenté ce projet à la conférence des doyens et en septembre 2022 a été acté le fait que ce module d'enseignement serait enseigné dans toutes les facultés de médecine. Jean en a dit un mot tout à l'heure. Aujourd'hui, son déploiement n'est pas complet. Au sein de la faculté dont j'ai la responsabilité, il est obligatoire depuis septembre 2023. Il est valorisé par des ECTS et il concerne tous les étudiants de la faculté. Et au sein de l'Université Lyon 1, Marine est en train de développer cet enseignement dans les autres formations, en santé bien sûr, en odontologie, en pharmacie et dans les sciences paramédicales. Parallèlement à ça, en septembre 2023, dans le cadre de l'école de santé publique, a été créé à l'université un master de recherche sur le thème du One Health, qui est finalement le complément de la formation initiale reçue par les étudiants. Mais ça, ce n'est qu'une première étape qui concerne donc des contenus de formation. Et parallèlement à ça, on a pris la décision de créer un poste de chef de clinique pour Marine, en l'occurrence, en santé publique, avec une mention spécifique médecine et santé environnementale, rattachée à l'école de santé publique, avec la mission de développer cette thématique dans le cadre de cette école et parallèlement à cela, au sein des Hospices civils de Lyon, une activité autour de la thématique de l'exposome. Très clairement, au-delà de cette première nomination, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner cette candidate vers un poste de maître de conférence dans le domaine de la médecine et de la santé environnementale pour que, parallèlement à la formation, se structurent des projets de recherche de M1, de M2, voire de thèse autour de ces thèmes. Mais enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que si l'on veut que les étudiants puissent totalement s'approprier ces questions, mais également les enseignants-chercheurs, les personnels de scolarité, les personnels administratifs, il faut qu'il y ait une modification profonde aussi de l'environnement dans lequel les étudiants travaillent. Et actuellement, nous avons débuté une réflexion avec la métropole de Lyon, avec la ville de Lyon et notamment le maire du 8e, pour créer sur le campus Lyon-Est où nous sommes, une maison de l'étudiant au sein d'un campus exemplaire en matière environnementale, avec notamment l'objectif de supprimer une rue, de revégétaliser le campus, et que la démarche portée par les étudiants intègre totalement cette dimension environnementale. Parallèlement à ça, nous sommes en train de réfléchir avec les étudiants à l'université pour que ce campus soit un campus sans tabac, comme c'est le cas déjà dans d'autres campus en France, pour accompagner là aussi la prise de conscience que représentent les facteurs environnementaux sur la santé. Enfin, les étudiants, et j'en dirai un mot, parce que je crois que c'est important qu'on puisse accompagner leurs initiatives. Comme dans vos établissements respectifs, plusieurs ont été à l'initiative de fresques du climat, mais on voit bien qu'il faut aller plus loin, parce qu'il y a certains étudiants qui sont sensibles à cette information et d'autres beaucoup moins. Et dans le cadre du travail de thèse de sciences de Marine, on a discuté notamment de mettre en place une étude pour essayer de voir comment les étudiants étaient capables d'évaluer quelle était leur propre éco-responsabilité, en quelque sorte. Quelles étaient leurs empreintes carbone et est-ce qu'on pouvait faire une étude pour évaluer justement quelle est au sein d'une promotion d'étudiants l'empreinte carbone, quelle perception ils en ont et quelle formation on pourrait leur proposer afin de faire changer les comportements. Voilà un peu rapidement pour vous résumer les différentes pistes sur lesquelles nous travaillons afin d'accompagner ces changements qui sont majeurs pour la population et bien sûr pour les professionnels de santé.
Merci beaucoup. Non, c'est très intéressant et complet. Donc, je crois qu'on a une bonne vue d'ensemble de ce que vous faites. Maintenant, je passe la parole à Marie-Claire Vier, donc directrice de la stratégie à la FHP. Oui. Donc, merci de nous éclairer sur Je vous en prie. ce que vous menez. Donc juste quelques mots peut-être de présentation de la FHP. Donc la FHP, c'est la Fédération de l'hospitalisation privée qui représente les 1030 hôpitaux et cliniques privées en France, et c'est 200 000 salariés, 40 000 médecins, 9 millions de patients accueillis chaque année. Peut-être commencer par un constat qui est celui finalement de l'intégration des préoccupations environnementales volontaires par les établissements de santé dans leurs activités. On se rend compte qu'aujourd'hui, de nombreuses actions se développent au sein des cliniques et hôpitaux privés. Il en est de même dans les autres secteurs, bien sûr, pour réduire effectivement leur empreinte environnementale, pour répondre à ces enjeux et ces défis de changement climatique, de lutte contre les pollutions, de la biodiversité. Et effectivement, ces actions passent par la réduction des consommations, énergie, eau. Ça passe également évidemment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mise en place de politiques d'achat durable, le travail, la promotion d'alimentation responsable. On a parlé tout à l'heure du bio, des produits de qualité que les établissements doivent désormais mettre en œuvre dans le cadre de la restauration collective, et développement de plus en plus d'une approche d'éco-conception des soins qui donc se déploie dans les établissements. Et aujourd'hui, en fait, ce ne sont pas tant les actions qui se mettent en place au sein des établissements qui posent question, parce que les établissements agissent, mais c'est plutôt l'enjeu de massification de ces établissements au niveau national et au niveau de chaque établissement. Et pour massifier et pour créer cette dynamique forte, pour justement créer ce basculement qui est nécessaire, on parle de transition écologique, mais enfin il s'agit plutôt d'une révolution. Et finalement cette urgence climatique, on l'a vu depuis ce matin, c'est plutôt une urgence de santé publique. Et donc pour massifier ce passage à l'action, eh bien ça nécessite, me semble-t-il, de poser quelques prérequis. Le premier, ça a été un peu évoqué, c'est la gouvernance. La gouvernance qui doit être transversale, décloisonnée. On a vu que c'était possible dans le cadre de la crise Covid, et aujourd'hui il faut vraiment pousser pour développer ces approches transversales, interministérielles, intersectorielles, interdisciplinaires, transdisciplinaires. Favoriser également le développement de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé, les urbanistes, les écologues, les vétérinaires, ça a été évoqué également. Et au-delà effectivement de ce changement de gouvernance, il y a un vrai enjeu de pouvoir mettre en œuvre donc une politique nationale ambitieuse, volontariste, pour répondre justement à ces défis de transition écologique et climatique. Et à cet égard, on peut saluer évidemment la feuille de route planification écologique du système de santé qui a été présentée en mai 2023 et qui se décline de manière opérationnelle dans le cadre d'une convention que la FHP a signée avec une trentaine de signataires, et qui a vocation évidemment à répondre à ces enjeux d'une santé globale, en tout cas avec cette ambition-là. Pour autant, repenser les organisations, ça implique des investissements pour les acteurs de santé, des investissements en termes de formation, d'organisation, de changement de pratique, de financement. Et aujourd'hui, les lois se multiplient, les changements induits ne sont pas négligeables pour les établissements qui parfois peinent à les intégrer faute de ressources. Et effectivement, il y a un vrai besoin d'accompagnement des établissements pour justement cette massification du passage à l'action. Donc la formation des professionnels a été évoquée, c'est un levier clé. Les professionnels de santé finalement sont face aussi à l'aspect multidimensionnel de ces sujets, on l'a vu, et effectivement mettre en place des formations auprès des professionnels est majeur.
pour justement favoriser le changement de pratique. Le changement de pratique, il peut être aussi effectivement poussé par évidemment des évolutions réglementaires, législatives. L'expérimentation qui va être mise en œuvre de retraitement des dispositifs médicaux est une vraie avancée et on espère grandement que les cliniques pourront bénéficier et participer à cette expérimentation. Mais bien sûr, tout cela, repenser les organisations, ça implique effectivement des investissements financiers. Et aujourd'hui, les cliniques et hôpitaux privés ne sont pas en capacité d'investir seuls pour répondre à ces enjeux de transition énergétique, climatique et écologique. Aujourd'hui, dans les cliniques privées, autofinancent la plupart du temps les actions environnementales qu'elles portent. Et dans le cadre de cette transition écologique voulue, dans le cadre de la feuille de route planification écologique, les établissements qui se heurtent à des contraintes économiques et financières ne seront pas à même d'assumer seuls cela. Et effectivement, il faut des aides, les mêmes aides que le secteur public, de manière proportionnée bien sûr, mais pour accompagner ce changement. Et effectivement, un des enjeux aussi qui est important, c'est de pouvoir faciliter ce passage à l'action des établissements, notamment sur le volet financier, pouvoir mettre en place un guichet unique, puisque des financements mobilisables existent, mais ils sont très méconnus et très difficilement finalement accessible aux établissements. Et puis enfin, dernier prérequis, après je m'arrêterai là, c'est la valorisation des bonnes pratiques, des initiatives. Vous aviez évoqué le récit aussi des belles histoires, montrer qu'il est possible d'agir, et si les copains le font, ça veut dire que nous aussi, tel et tel établissement peuvent le faire aussi. Et dans le cadre de finalement la valorisation des bonnes pratiques, les ARS ont aussi un rôle à jouer déterminant, puisque finalement, dans le cadre d'appel à projet, les ARS finalement constituent un accélérateur de passage à l'action, et on l'a vu dans les maternités, en tout cas pour les maternités, qui, répondant à un appel à projet de plusieurs ARS, se sont engagés dans une labellisation THQSE, ont engagé des actions d'éco-responsabilité, suppression effectivement des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques nocifs, etc. et j'en passe. Mais en tout cas, effectivement, on parlait de changement de pratique, mais tout cela s'accompagne bien évidemment. Côté FHP, évidemment, on accompagne également les établissements adhérents dans ce changement d'organisation et de pratique, et on les outille en la matière. Et donc concrètement, pour qu'est-ce qui se passe dans les établissements, en tout cas sur le terrain, quand on parle, effectivement, c'était le sujet de repenser l'organisation des soins, cela sera traduit de différentes manières. On ne peut pas être exhaustif parce qu'effectivement le temps presse, mais en tout cas, ça implique de repenser, de réduire ses consommations, de faire évoluer le processus d'achat vers des processus d'achat responsables et durables, d'investir bien sûr dans les bâtiments, d'analyser les vulnérabilités aussi des bâtiments, parce qu'effectivement il y a un enjeu d'adaptation au changement climatique autant que d'atténuation du changement climatique, en tout cas pour les établissements. S'engager évidemment sur des modes de transport actif, et puis on l'a évoqué, l'éco-conception des soins, ce sera peut-être évoqué également par l'intervenant suivant. Gros enjeu d'amplifier ces démarches d'éco-conception des soins qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et évidemment le développement de la formation qui est quand même une des clés majeures. Je vous remercie. Merci beaucoup. On prendra peut-être les questions après. On va donner la parole à distance donc à Aïden Tajamadi qui va nous dire ce qui se passe du côté de la PHP sur ces sujets aussi. Et puis ensuite, on aura un petit temps d'échange. Oui, merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, parfaitement. Très bien. Écoutez, merci. Désolé de ne pas être avec vous
physiquement ce matin, mais j'avais des contraintes qui m'empêchaient d'être là. Et j'ai pas pu entendre le début de cette conférence, mais ce que j'ai entendu est très intéressant et fait écho à la façon dont on aborde le sujet. Très rapidement, en fait, la PHP, sur ces questions, on va dire, de santé environnementale, de transition écologique, est à la fois, je dirais, un acteur concerné et impliqué. On est concerné parce que d'abord, notre mission, c'est de soigner la population et que tout ce dont on a parlé aujourd'hui montre que les pathologies qui affectent la population vont évoluer du fait de ces problématiques de santé environnementale, pour dire les choses de manière très synthétique au sens large. Et donc, quand on réfléchit à la gestion, à la transformation d'un établissement comme la PHP, on doit prendre en compte, parce que c'est un fait qui est déjà présent et qui le sera de plus en plus, et donc nécessairement on doit se poser ces questions-là. Deuxièmement, on est aussi une structure, la PHP c'est 38 établissements, beaucoup de fonciers. On est aujourd'hui concerné par le fait que, par exemple, avec le changement climatique, vous allez avoir des températures extrêmes beaucoup plus importantes et de manière beaucoup plus fréquente. Et donc, sur l'ensemble de notre immobilier, à la fois celui qui existe et lorsqu'on va construire des nouveaux bâtiments, eh bien, on est confronté aux conséquences directes dans le fonctionnement de nos établissements. Et donc, nécessairement, là aussi, c'est un puissant levier, ou en tout cas un puissant facteur de se questionner sur tout ça. D'une certaine façon, cette question, elle s'impose à nous, mais on est aussi concerné parce que, à la fois en tant qu'employeur, à la fois en tant qu'acheteur, on a un rôle et on peut avoir des leviers sur un certain nombre de pratiques. Et puis également, on contribue d'une certaine façon par notre activité au réchauffement climatique, que ce soit et aux conséquences environnementales, que ce soit via l'impact carbone de notre fonctionnement. J'y reviendrai parce que, pour dire les choses, maintenant, on réactualise chaque année notre bilan carbone et on retrouve des résultats assez cohérents d'une année sur l'autre. C'est qu'en gros, 60%, entre 50 et 60% de notre impact carbone, c'est notre activité de soins qui la génère. Et donc, si on veut travailler sur la décarbonation, il faut réfléchir sur ces activités de soins. Et puis, par ailleurs, nos activités de soins vont produire un certain nombre de facteurs qui vont avoir une influence sur l'environnement. Je pense, par exemple, pour prendre un seul exemple, les effluents que l'on va rejeter dans les eaux à travers l'activité de soins qui va nous faire de nous, finalement, aussi un acteur, entre guillemets, de la pollution. Et donc, à travers nos pratiques, une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Je dirais que notre action dans la matière, elle est construite autour de 3 grandes idées. La première idée, c'est qu'on a la chance sur ce sujet d'avoir une prise de conscience très large de nos professionnels et une véritable volonté de changement qui est, on peut le voir tous les jours lorsqu'on travaille sur ces sujets, l'ensemble de nos professionnels. Et alors, effectivement, il y a un effet générationnel, mais ce n'est pas qu'un effet générationnel. Donc, je reviendrai aussi un tout petit peu là-dessus. Tout le monde est concerné. Et quand on va parler de transition écologique, en fait, on a une très forte mobilisation de nos professionnels qui ont envie de changer leurs pratiques, qui ont envie de s'impliquer là-dedans. Et là, il y a beaucoup d'autres sujets de transformation au sein de la PHP où c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les gens. Et là, on a la chance de pouvoir avoir cette énergie qui existe spontanément, je dirais, au niveau du terrain, sur laquelle il faut. Le point, c'est qu'on a un levier. On est en train de mettre en œuvre un plan de transformation autour de 30 leviers de transformation. Eh bien, un levier, c'est la transformation écologique et la santé environnementale en tant que telle. Et donc, ces actions sont inscrites dans le fonctionnement, dans la stratégie de la PHP en tant que telle, avec la mise en place d'un certain nombre d'actions. Et j'en citerai 2 pour illustrer tout ça. D'abord, le fait que dans le pilotage de l'institution, dans les conférences budgétaires, dans le dialogue de gestion, on met un suivi d'action, en particulier de décarbonation. Donc, cette année, chacun des groupements hospitalo-universitaires qui composent la PHP s'est engagé sur un objectif chiffré de décarbonation à partir d'actions pour lesquelles ensuite on va avoir un accompagnement et un travail collectif. Mais donc, on en fait un outil de pilotage de l'institution, un outil de transformation de l'institution. Et le deuxième exemple, c'est autour des questions de formation et de sensibilisation. Aujourd'hui, on utilise un outil qui s'appelle le Planesphère, qui nous permet de sensibiliser les acteurs qui ont dérivé de la fresque du climat. On a formé à peu près et sensibilisé un peu moins de 2000 personnes depuis le début de l'année 2023. Et notre objectif, c'est d'atteindre les 3000 personnes sensibilisées à la fin de l'année 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé par la tête, c'est-à-dire que le directoire
les comités exécutifs de la PHP, c'est-à-dire les doyens, les présidents de CME, les directions, ont été parmi les premiers à être sensibilisés. Et aujourd'hui, l'ensemble du top management de la PHP a été sensibilisé à ces questions-là pour montrer à quel point c'est un levier de transformation auquel on tient beaucoup. Et je pense que le fait de faire se rencontrer une énergie sur le terrain avec une volonté de changement des acteurs, avec un levier de transformation institutionnelle, c'est une bonne façon de faire bouger les choses. Et ce qu'on voit vraiment au quotidien, c'est que ça fonctionne. En tout cas, il y a une vraie volonté de changement. Et maintenant, évidemment, on arrive au troisième point de notre transformation, qui est comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en œuvre toutes ces actions. Et je dirais que notre enjeu principal aujourd'hui, je soulignerai le fait que, notamment en matière d'énergie, on a déjà eu un certain nombre de résultats en mettant en place, par exemple, la décarbonation du chauffage de la PHP. On a quasiment raccordé tous nos établissements au réseau de chauffage urbain. On a 2 établissements qui sont, par ailleurs, avec un chauffage en biomasse. Donc, on a des actions qui ont déjà produit des résultats qu'on a pu mesurer, d'ailleurs, dans notre bilan carbone. Et aujourd'hui, le défi qui est devant nous, c'est la décarbonation des soins. Et puis, d'une manière plus générale, c'est les éco-soins sur lesquels, en fait, on va s'appuyer sur ce qui est souvent présenté comme une faiblesse de la PHP, c'est-à-dire sa grande taille, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur les professionnels et se dire que quel que soit le sujet sur lequel on veut se pencher en matière d'éco-soins, on va pouvoir trouver quelqu'un à la PHP qui a déjà réfléchi sur ce sujet et on va pouvoir utiliser ses expériences, ses retours d'expérience. Tout à l'heure, il a été question de partage de capitalisation. Eh bien, nous, on essaye de le faire à l'échelle de la PHP et on a, d'une certaine façon, initié un certain nombre de groupes de travail avec les professionnels, des collégiales de spécialités médicales avec lesquelles on travaille. Donc, on a commencé à mettre en place 7 groupes de travail sur la rythmologie, en cardiologie, sur les blocs opératoires, sur les maternités, sur les soins critiques, pour pouvoir réfléchir avec les professionnels médicaux soignants, identifier des actions qu'on va pouvoir mettre en place pour décarboner. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est très important de dire qu'on en fait un objectif institutionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde concrètement les actions qu'on met en place, on va rejoindre d'autres dynamiques qui sont mises en place. Par exemple, quand vous réfléchissez sur la pertinence des soins, sur la juste prescription, vous pouvez aborder le sujet avec un angle plutôt de performance économique. Mais en réalité, quand vous y réfléchissez sous l'angle du bilan carbone, par exemple, ou de l'impact environnemental, vous allez vous poser les mêmes questions, vous allez questionner vos organisations et vos soins, mais vous le faites avec un levier qui entre en résonance avec les valeurs des professionnels et donc qui fait que, d'une part, on enclenche le dialogue beaucoup plus fluide et aussi avec des acteurs qui sont parfois plutôt tendance à essayer de freiner certaines ardeurs de professionnels pour mettre en place un certain nombre d'actions que l'inverse. Quand vous prenez les choses sous l'angle du dialogue de gestion de la performance économique, en général, il y a une dynamique qui est un petit peu moins forte de la part des professionnels. Donc, on voit vraiment tout l'intérêt qu'il peut y avoir à prendre ces sujets sous cet angle-là. Et finalement, on en arrive à questionner notre organisation et nos pratiques. Voilà ce que je voulais peut-être dire à ce stade. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup.